Alors les plantes, elles peuvent servir à beaucoup de choses. En fait, l'avantage des plantes, c'est qu'elles ont plein de casquettes différentes. Alors, je te propose de parcourir un petit peu toutes les grandes étapes de la vie d'une femme, puis que tu nous partages entre 2-3 plantes maximum qui seraient idéales pour chaque phase de la vie d'une femme. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode à deux voix sur le podcast Éclosion. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'invite Myriam, une herboriste ou plutôt herbaliste qui a fondé la marque Herbonata, une herboristerie en ligne et aussi en physique puisqu'elle a une boutique et bientôt deux d'ailleurs. Pour ce podcast et pour cet épisode, nous avons évoqué bien déjà plusieurs points comme l'équilibre de vie quand on a plein de casquettes dans notre vie, mais également et surtout le pouvoir des plantes et quelles plantes utiliser tout au long de la vie d'une femme, quelle que soit sa phase, de la ménarche jusqu'à la ménopause, en passant par la grossesse. Tu vas voir, il y a un tas de pépites. D'ailleurs, je t'invite à te procurer un petit carnet et un stylo pour prendre plein de petites notes. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car il y a une petite surprise pour toi. Avant de passer à notre échange, je souhaite te partager le message du jour. Place à l'instant des dédicaces. C'est Clémence aujourd'hui qui m'a laissé son message sur le compte Instagram du podcast et qui nous dit: Bonjour Alexandra, je viens de découvrir ton podcast avec l'épisode numéro 87 avec Mangeuse Libre. J'aime beaucoup ton mood, ta façon de voir les choses et de les exprimer. Cet épisode me parle beaucoup pour beaucoup de choses et aujourd'hui je voudrais être heureuse pour de vrai et cet épisode sonne un peu comme un point de départ. Je suis contente d'avoir découvert ton podcast. Merci pour ce que tu diffuses. Eh bien, merci à toi Clémence d'avoir découvert le podcast et d'avoir pris le temps de me laisser de partager ton commentaire et ton ressenti. Ça me fait vraiment très plaisir. Si certains déclics auront pu être déclenchés suite à l'écoute de cet épisode, eh bien, j'en suis vraiment très heureuse car c'est ça et c'est pour ça aussi que je fais tous ces podcasts. J'adore ça, bien sûr, j'aime bien et j'adore découvrir de nouvelles personnes et de partager des choses, mais je suis d'autant plus ravie quand tout ce qui est partagé peut aider et peut-être déclencher certaines choses en vous. C'est à présent à toi peut-être de me laisser ton petit commentaire ou de me soutenir avec une note 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix et surtout à le partager à au moins une personne dans ton entourage à qui ça pourrait faire écho. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Myriam. Belle écoute! Bonjour Myriam. Bonjour Alexandra. Bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis vraiment ravie de t'inviter sur le podcast et de t'accueillir. Après plusieurs mois d'échanges, on a enfin fini par se retrouver. Notamment parce que tu as eu un heureux événement il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Oui, tout à fait. Bah, moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, effectivement, on a eu un peu de mal à se caler un rendez-vous parce que j'ai accouché il n'y a pas très longtemps maintenant. Quand est-ce que tu as accouché ? Alors là, ça fait bientôt 3 mois. Donc, oui, tu es en fin de postpartum, bien que le postpartum, ça peut durer quand même plus de 3 mois, selon les femmes. Oui, moi ça va, ça s'est très bien passé. J'ai pas senti le, le côté un peu difficile qu'on peut ressentir d'un point de vue émotionnel après l'accouchement. Ça va, je suis passée entre les mailles du filet, je suis assez contente. Et l'accouchement, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, c'était un peu long, mais ça s'est bien passé, vraiment nickel.
Tu t'es bien accompagnée des plantes, j'imagine. Ouais, Tu avais ouais, bien ouais. préparé le terrain. J'ai pris du framboisier, ça s'est très, très bien passé, voilà, un couchement naturel, comme je voulais. Super, bah, justement, on va se baser sur toutes tes connaissances des plantes aujourd'hui et ton expérience récente de femme enceinte et de nouvelle maman. Mais avant, j'aimerais te poser une deuxième question, disons, que j'aime bien poser à mes invités, à savoir tout simplement comment tu vas aujourd'hui, vraiment avec toute authenticité et honnêteté, pas le ouais ça va habituel, mais voilà, comment tu te sens et comment tu vas là maintenant. Écoute, c'est pas un mensonge, je vais très, très bien, je suis épanouie, tout va très bien, il fait beau, voilà, dans ma vie, ça va très bien, donc voilà, super. Parfait, Et bon bah toi, si. du coup? Je te renvoie Ah! la question. Eh bien écoute, moi ça va, je sors de 3-4 semaines de pas mal de stress, de choses, qui se sont bousculées. J'ai essayé de prioriser en me disant que, voilà, je pouvais pas forcément tout faire, mais malgré tout, et malgré, ma posture de «naturopathe» entre guillemets, voilà, on est toutes sujettes au stress aussi. Je pense que c'est important de dire, qu'on a beau avoir des outils, on peut aussi, vivre des moments comme ça. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je me prépare pour la vague de chaleur qu'on va vivre là bientôt, mais sinon, ça va très bien et je suis ravie aussi, d'être revenue chez moi parce que j'étais partie quelques temps. Donc D'accord. voilà. Bon, bah, heureuse de voir que tu as pu passer au-delà de cette période assez stressante qui peut faire des ravages chez certains. Du coup, faire attention au stress. Si ça perdure, en effet. Oui, c'est ça. Mm. Voilà. Pour pouvoir rester à l'écoute de soi, pour essayer d'ajuster ces moments de vie et puis faire en sorte qu'elles ne durent pas trop longtemps. Voilà. Exactement. Alors, pour apprendre un petit peu à te connaître avant de rentrer dans ton sujet de prédilection, est-ce que tu aurais 3 mots pour te définir? Bah alors, ce que les gens disent de moi souvent, c'est que je suis quelqu'un de calme, de très calme, que je suis fidèle et fiable. Ok. Et maintenant, ce que toi, tu dis de toi? Euh, c'est Ah difficile, hein. ah! Et bah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que Non, finalement, des fois, je suis d'accord en vrai. on base souvent notre perception de qui on est sur ce que les autres perçoivent de nous. Ça peut nous aider, mais des fois, ça peut nous déconnecter de ce que l'on pense vraiment de nous. Tu Non, non, vois? je suis assez d'accord. De toute façon, c'est vraiment les gens qui me connaissent très très bien qui disent ça de moi. Et je suis complètement d'accord en réalité. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui... en fait, je suis aussi pragmatique, hein. Je sais me poser et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je suis pas dans un idéal ni dans un pessimisme pur. Donc voilà, je suis posée et je pense que les gens le ressentent. Et voilà, donc je suis plutôt d'accord avec ce que les gens disent de Mmh. moi. Donc une personne calme, entre autres, c'est ça que tu me disais? Oui. Ouais. Alors je pense que sur le podcast, parmi nos auditrices, il y a beaucoup de femmes qui, sont plutôt dans l'hyperactivité, dans le dynamisme poussé. Ça veut dire quoi, toi, être une personne calme? Concrètement, ça reflète quoi dans ta vie? Comment tu définirais une Alors, personne calme? pour moi, c'est une personne qui arrive à garder les pieds sur terre quand c'est une tornade autour de soi dans sa vie. Quand il y a une urgence, c'est pas de partir directement dans des émotions très fortes, c'est réussir à se poser, à garder la tête froide et prendre des bonnes décisions. Pour moi, c'est ça d'être calme. D'accord. Et comme tu as toujours été comme ça? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu as des conseils, des petits tips à partager pour être une personne calme? Alors en fait, moi, parce que bon, je peux être stressée aussi parfois, je peux être, voilà, mais quand il y a une urgence, c'est surtout ça, en fait, c'est surtout les périodes de crise et d'urgence, il faut se dire, si je m'emporte là, je vais prendre des mauvaises décisions et ça va pas aller. En fait, c'est se dire, enfin, faut savoir dissocier, en fait, sa pensée avec la situation qui peut être extrême autour de soi et se dire il faut absolument que je lâche prise pour réussir à prendre des bonnes décisions. Sinon, je serai dans l'émotionnel et sinon, je le regretterai. Donc, c'est un peu comme ça que je le vis. Après, au quotidien, quelqu'un de calme, oui, après, c'est ne pas se laisser envahir par ses émotions de tous les jours. Hein, que ça peut être, quand on parle de stress, ça peut être du bon stress comme du mauvais stress. Mais l'idée, c'est réussir à lâcher prise quand il faut
Et puis là, c'est dire que voilà, s'il y a des problèmes dans sa vie, on peut les résoudre, mais ça sert à rien de s'emporter dans des émotions extrêmes parce que on risque toujours de regretter après les choix qu'on va faire à ce moment-là. Ouais, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, mais c'est de la pratique, c'est de l'entraînement et c'est voilà, c'est aussi, je pense, un tempérament à avoir. Mmh. Alors, je vais partir sur une réflexion, un petit peu, hors sujet, bien que pas forcément, mais je pense que tu es habituée parce que je sais que tu as été, récemment interviewée par Isadora et Marisa, qui ont aussi Mmh, tendance à faire des épisodes un peu à rallonge, en partant dans tous les sens, mais moi que j'aime beaucoup écouter, donc je me permets de le faire également. Mais ouais, juste pour dire, parce que je sais un petit peu aussi que tu es donc, j'imagine, une épouse, en tout cas une personne en couple. ouais. Donc tu as ce rôle-là, tu as nouvellement le rôle de maman, tu as aussi le rôle d'entrepreneur. Et malgré tout ça, tu dis être une personne calme. Comment tu fais pour... Là, tu nous as dit que voilà, prendre des décisions, prendre le temps, se lâcher prise, mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais pour gérer toutes Alors, ces facettes de toi tout en restant calme? ouais. D'abord, je suis bien entourée. Ça, c'est important. C'est important d'avoir, bah, moi j'ai un mari qui m'épaule quand il y a besoin, voilà, j'ai un associé dans l'herboristerie Herbonata qui va m'aider aussi, j'ai des collaboratrices qui travaillent avec moi, voilà, il faut être bien entouré. Et après, oui, il y a des plantes, mais ça je vous en parlerai, à prendre au quotidien qui vont aider à lâcher prise, à être mieux dans son corps sans pour autant vous casser, vous faire somnoler. Enfin, il y a des petites choses quand vraiment on se sent, parce que moi aussi ça m'arrive d'être énervée, ça m'arrive d'être stressée. Enfin, je ne suis pas non plus Une Wonder quelqu'un Woman. de... non, c'est loin d'être le cas. Mais quand je sens que ça vient, voilà, j'ai des petites plantes que je peux prendre. Alors ça peut être l'aubépine, je l'aime beaucoup. L'aubépine et la passiflore, c'est un duo que j'utilise énormément, à la fois quand je suis énervée, quand je suis stressée et quand j'ai du mal à dormir. Donc je les prends beaucoup en tisane parce que j'aime bien prendre des tisanes, mais pour ceux qui n'aiment pas les tisanes, il y a d'autres formes qui existent. On peut prendre des plantes sous forme de gélules, de gouttes, enfin voilà, il y a plein d'autres galéniques qui vont exister. Après, on peut aussi, si vous êtes par exemple plus orienté sur l'olfactif, et que l'olfactif vous fait beaucoup de bien, vous pouvez toujours avoir des huiles essentielles sur vous à respirer dans des périodes où voilà, ça monte, vous sentez que c'est la cocotte minute, faut redescendre en pression. Eh bien, il y a l'huile essentielle de petit grain bigarade qui va être très bien, lavande pour ceux qui aiment cette odeur. Voilà, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place aussi quand on n'a pas naturellement ce tempérament ou qu'on n'est pas forcément entouré de personnes qui nous aident à nous sentir bien. Et au-delà des plantes, est-ce qu'il y a d'autres pratiques que tu as mis en place dans ta vie pour essayer d'appréhender ces moments un petit peu plus de tornade? Est-ce que tu fais d'autres, je sais Alors pas, plutôt, ouais, exercice de respiration, ça m'arrive d'en faire. Après, non, c'est tout. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui décompressent, qui partent courir pour un peu se vider la tête. J'avoue que c'est pas mon cas. et en termes d'emploi du temps, parce qu'on a tendance aussi, les personnes surchargées, dynamiques, ultra dynamiques et cetera, hyperactives, ont tendance à avoir une manière d'appréhender leur planning, qui est assez spécifique. Toi, comment tu appréhendes ton planning? Comment tu organises tes journées? Alors, j'avoue que j'avais une façon de travailler avant d'être maman. Maintenant, c'est un peu bébé qui choisit. Mais en gros, bah voilà, je profite de ces siestes pour travailler pour l'herboristerie. Et quand elle est réveillée, bah, je me consacre à elle, bien sûr. Et quand la boutique est fermée et que bah, j'ai fini mes tâches pour la boutique et que ma fille dort, bah, je m'occupe de moi. Bah, c'est-à-dire, voilà, je me fais un bain, je me fais des masques, voilà, je prends le temps pour moi. Voilà, je me pose. Donc malgré toutes ces casquettes, tu mets un point d'honneur à garder de toute façon, un temps pour toi, Oui, régulièrement dans ta semaine, dans ton emploi du temps. oui, c'est important. C'est important de ne pas s'oublier. Je pense que tu pourras confirmer. On a tendance à parfois être trop absorbé par soit son travail, soit sa vie, et on s'oublie, et c'est là où je pense que c'est une grosse erreur. En fait, on ne le ressent pas tout de suite, on se dit super, j'avance et tout, on est content, mais à long terme, c'est pas une bonne idée. Oui, on avance. En fait, on est happé par, ce besoin d'avancer, par cette productivité, par aussi le fait de se sentir utile et ça nous motive à l'instant T, c'est ça qui nous alimente.
Mais au-delà de nous alimenter, ça aussi, ça nous épuise. Et des fois, c'est compliqué de s'en rendre compte parce qu'on fait ces choses-là, des fois par plaisir, donc on s'en rend encore moins compte, mais aussi pour des gens qu'on aime, par exemple, ou par vocation. Et donc, on a l'impression de faire quelque chose de juste. C'est juste, sauf que ça ne doit pas non plus remplacer tout, et notamment des petits moments aussi pour soi qui sont complètement différents. Et c'est vrai qu'on se laisse vite happer et on en vient à être absorbé par la tornade. Petit aparté terminé, juste pour continuer un petit peu à apprendre à te découvrir avant de rentrer dans le domaine des plantes, même si on a commencé un petit peu à les aborder. Pourrais-tu nous dire un petit peu qui tu es, Myriam? Est-ce que voilà, ou ton âge, tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc tu es fondatrice de la marque Carbonata, tu nous as expliqué, enfin tu nous as brièvement dit, mais voilà, d'où ça t'est venu d'ailleurs ce métier? Si ça a toujours été comme ça, tu as fait une formation avant, enfin voilà, raconte-nous un petit peu qui tu es. Ouais, je vais tout te raconter depuis le début. Alors moi, j'ai Aïe. 29 ans. Donc, je m'appelle Myriam, j'ai 29 ans. Je suis issue de formation de naturopathie comme toi, donc je suis naturopathe. Mais j'ai toujours été passionnée par les plantes médicinales. C'est vraiment ma passion. À la base, j'ai fait la naturopathie en gardant à l'esprit que c'est les plantes que je veux pratiquer. Mais j'avais besoin d'une base solide en anatomie et en physiologie. J'étais consciente que si je veux faire du bien aux gens, il faut que je comprenne comment le corps fonctionne. Sinon, je trouve que c'est pas très intelligent d'apprendre par cœur des propriétés. Il faut que je comprenne comment ça agit pour après faire des choses vraiment de manière intelligente. Donc j'ai commencé par une formation en naturopathie et après je me suis spécialisée dans les plantes médicinales avec une autre formation. Et voilà, c'était très bien, ça m'a passionnée. Donc en parallèle, je pratiquais parce que je travaillais pour des marques qui font des huiles essentielles, des huiles végétales, de la cosmétique naturelle. J'ai travaillé aussi pour des pharmacies pour avoir un peu plus ce côté un peu santé que cosmétique. Ça m'a amenée à travailler en herboristerie, donc dans des herboristeries qui sont très anciennes et qui sont centenaires. Et j'ai adoré cette expérience, comme je dis, parce que on a vraiment le contact client et le retour des clients. Et il y en a beaucoup qui en fait, on apprend beaucoup en école, mais on apprend encore plus en échangeant avec les gens. Et, euh, et voilà, on avait des clients qui avaient déjà essayé beaucoup de choses, qui pratiquaient beaucoup de techniques de naturopathie, mais aussi de techniques voilà, autres que plantes médicinales. Enfin, c'était très enrichissant comme expérience. Et du coup, je m'étais fait la réflexion que c'était très intéressant, mais souvent les gens qui passent la porte de ces herboristeries sont quand même des gens qui sont initiés, qui pratiquent depuis longtemps. Et en fait, je voulais rendre un peu cette pratique plus large à un plus large public et démocratiser la santé naturelle. Au-delà que de démocratiser l'usage des plantes, c'est vraiment que tout le monde puisse se soigner de manière naturelle. Voilà, et donc pour ça, j'ai créé l'herboristerie Herbonata. Donc j'ai gardé ce que je trouvais très bon dans les herboristeries anciennes, donc le conseil de qualité, et puis le choix, la variété de produits de plantes médicinales, parce qu'on en a une centaine. Mais je l'ai un peu modernisé dans le sens où maintenant c'est du libre service aussi. On fait des conférences pour apprendre aux gens les propriétés des plantes, comment les utiliser. Et on fait des vidéos YouTube pour le rendre encore plus large, pas forcément réservé. Parce que les conférences étaient assez géographiquement limitées, hein. Il n'y a que les personnes qui pouvaient se déplacer qui participaient. Donc on a fait des vidéos YouTube pour rendre accessible ça à plus de monde. Donc maintenant on a des gens dans le monde entier qui nous suivent. Et voilà, c'était une des techniques qu'on a utilisées. On a aussi on a fait des articles de blog sur notre site internet. Donc voilà, enfin en tout cas ma vision avec celle de mon associé, c'est vraiment comment on peut faire pour que les gens sachent utiliser les plantes de manière sécurisée. Et s'ils ne se sentent pas prêts, comment faire pour qu'ils puissent être conseillés avec des personnes qualifiées. Donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer en boutique, peuvent aussi nous téléphoner et on délivre des conseils gratuitement. Oui, donc c'est vraiment rendre accessible l'utilisation des plantes en rendant conscient que voilà, les plantes, ça a certains pouvoirs. Il y a des consignes à respecter, mais il ne faut pas non plus en avoir peur. Moi, je sais que je connais beaucoup de personnes qui ont peur, notamment des huiles essentielles. Mm. Il faut avoir conscience de leur pouvoir,
et donc les utiliser avec précaution, mais c'est dommage d'en avoir peur, une peur qui peut être paralysie et empêche de les utiliser. Donc, c'est un C'est peu ça. votre En fait, si vocation. on sait utiliser les choses, si on connaît leurs dangers, effectivement, qu'on est conscient de ça et qu'on connaît les règles pour les utiliser en toute sécurité, il n'y a pas de raison, effectivement, de ne pas les utiliser. Au contraire, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et ça fait combien de temps que tu as lancé Herbonata? Là, ça va faire 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et ça a toujours été... Yes. Comment s'est passée ta création d'entreprise? C'était fluide? Alors, malheureusement, c'était pas si fluide que ça. Après, c'est toujours intéressant. Enfin, j'ai appris plein de choses, hein. C'est sûr que j'avais pas de formation. Enfin, je sais pas s'il y a une formation pour ça, mais en tout cas, on découvre beaucoup de choses, hein. On a des bases sur, on sait ce qu'on veut vendre, on sait qu'on est compétent dans le conseil, mais après, derrière, il y a tout ce qu'il y a en amont de création d'entreprise qui est très compliqué. Le plus compliqué, bah, c'est trouver le local encore. Ça a pris du temps, mais on a fini par le trouver. Mais c'est trouver des fonds pour pouvoir rendre son idée réelle. Donc là, c'était plus compliqué parce que bah, faut trouver des banques qui acceptent de vous prêter de l'argent et c'était vraiment pas ma mince affaire. Le plus difficile, c'est de faire sa clientèle. Nous, on a débuté, voilà, on n'existait pas, on a commencé de zéro, on n'a pas repris une clientèle qui existait déjà. Donc, vraiment, on a créé une marque et on a créé tout autour. On a choisi la sélection de produits, voilà, on a acquéri. Et puis aujourd'hui, bah, le bouche à oreille a fait que, voilà, ça, aujourd'hui, Herbonata se développe très bien. D'ailleurs, on va ouvrir une deuxième boutique à Vincennes très prochainement, apparemment pour la rentrée. Voilà, on est content, ça se développe et on va continuer cette mission qu'on s'est donnée. Sachant que vous avez fait à la fois de la boutique et à la fois du en ligne. Oui, ouais, on fait les deux. Ok. C'était déjà le cas? Pour nous, c'était important que l'expérience en ligne soit la même que l'expérience boutique parce que enfin, voilà, en boutique, on sait qu'on a un conseil personnalisé. Et en ligne, c'est plus compliqué d'adapter ça parce qu'on ne peut pas écrire ce qu'on veut sur des fiches produits, on ne peut pas en mettre des tonnes et puis surtout, c'est pas individualisé. C'est le client qui, devant le site, va faire sa sélection de produits. Et on s'est dit, en fait, si on veut que ce soit efficace, il faut que les gens qui puissent pas se déplacer en boutique puissent avoir exactement les mêmes conseils. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les gens qui se baladent sur le site Herbonata de téléphoner en boutique pour avoir des conseils comme s'ils étaient sur place. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir le domaine des plantes. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais, toi, avec ta vision on dit plus herboriste, hein, je crois que ça n'existe plus ce terme-là. Ouais, on dit plus herbaliste. Enfin, voilà, c'est un terme Herbaliste, qu'on c'est a ça. utilisé, mais après, effectivement, le mot herboriste n'existe plus parce que le diplôme d'herboriste a été supprimé sous le régime de Vichy. Mais on a encore des écoles qui enseignent comme à l'époque. Voilà. Bon, en tant qu'herbaliste ou herboriste, est-ce que tu pourrais, avec tes mots, expliquer et faire comprendre à nos auditrices à quoi servent les plantes, pour leur donner un peu envie, peut-être, de se pencher sur la question? Alors, les plantes, elles peuvent servir à beaucoup de choses. En fait, l'avantage des plantes, c'est qu'elles ont plein de casquettes différentes. Et si vous avez une plante chez vous, vous pouvez à la fois l'utiliser pour ses propriétés médicinales, donc pour se soigner, mais aussi pour ses propriétés cosmétiques, parce que beaucoup ont aussi des propriétés cosmétiques. Donc, on peut aussi faire des soins maison. Voilà. Et puis, on peut aussi l'utiliser en cuisine. Beaucoup sont utilisables soit en fleurs pour décorer un plat, une pâtisserie, une salade, ou si c'est des aromates, on peut cuisiner avec. Mais il faut savoir qu'une plante, souvent, on l'utilise que pour une propriété parce qu'on l'a acheté, parce que, voilà, je vous donne un exemple, hein, on va dire que le thym, il y en a qui vont l'utiliser que parce qu'ils l'ont acheté, ils étaient malades à un moment, ils se sont dit, je sais que le thym, ça soigne le rhume, mais bon, vous pouvez cuisiner avec, vous pouvez faire des bains de pieds avec, c'est très vivifiant. Donc, une plante, elle peut servir à plein de choses. Donc, si vous achetez une plante non transformée, vous aurez le choix de l'utiliser de la manière dont vous préférez. Après, bien sûr, aujourd'hui, il y a des plantes on dit transformées, mais qui restent naturelles, pour les présenter sous d'autres formes galéniques et pouvoir les utiliser de manière plus pratique pour certaines personnes. C'est ce qu'on appelle le totum ou le totem, ça dépend comment on le dit, de la plante. C'est à savoir qu'une plante a plusieurs principes actifs
et que ces principes-là sont complémentaires. Et même, c'est le fait, alors tu me dis si je me trompe, mais c'est cette accumulation de différents effets qui font que les effets secondaires sont amenuis également, contrairement à un médicament dans lequel il y aurait un seul principe actif, donc plus d'effets Exactement. secondaires. Ouais, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans les plantes, c'est qu'on peut utiliser, au-delà de tous les principes actifs de la plante, c'est qu'on peut utiliser aussi différentes parties d'une même plante pour différentes choses. Oui, oui, oui. Parfois, on va utiliser des racines, la feuille. Pareil, je vous donne un exemple très connu, le pissenlit. C'est une plante qui est beaucoup demandée en herboristerie. La racine de pissenlit, on va beaucoup plus l'utiliser pour ses propriétés dépuratives du foie et de la vésicule biliaire, tandis que les feuilles, c'est bien plus intéressant pour nettoyer les reins. Donc voilà, en fonction de la partie de plante aussi, on va avoir des propriétés différentes. Tu nous as parlé de différentes formes galéniques. Du coup, quelles sont toutes les formes galéniques possibles que l'on peut retrouver pour consommer une plante? Alors, le plus simple, ça va être la tisane, parce que c'est la plante sous sa forme la plus naturelle. Donc, elle est coupée, séchée et mise en sachet. Donc, on peut les trouver soit en infusette, mais c'est pas la qualité que je conseille, parce que les infusettes, souvent, c'est de la poudre de plante. Donc, les propriétés sont sont volatiles. Donc, forcément, ça sera une moins bonne qualité. Mais le mieux, si vous avez la possibilité de l'utiliser en vrac, c'est encore mieux. Donc là, on va beaucoup plus en faire des tisanes, des infusions ou des décoctions en fonction de la partie de plante. Pour une règle simple, même s'il y a des exceptions, vous pouvez vous dire que tout ce qui est fleurs, feuilles et tiges, ça peut être des infusions. Et Tout tout ce ce qui est qui va être... tendre. Voilà, exactement. Et tout ce qui est plus coriace, plus dur, comme la racine, les graines, les fruits, du coup, ça va être de la décoction. Où là, on a besoin de plus de température pour éclore, pour faire développer les principes actifs dans l'eau. Ensuite, on peut trouver des plantes sous forme donc, de gélules, très pratique quand on ne veut pas prendre le temps de faire sa tisane. On peut trouver des... Alors, les gélules, c'est bien. C'est juste que pour tout ce qui est vraiment détox, drainage, je vous conseille une forme liquide parce que le fait de boire va être aussi important. Euh, mais après, tout ce qui va être vitalité, immunité, pourquoi pas, hein. On a aussi des plantes sous forme d'extrait hydroalcoolique. Donc ça, je trouve que c'est la forme la plus intéressante parce que ça allie efficacité, concentration, forme liquide que j'aime bien. Et en même temps, en fait, l'idée, c'est que la plante va être macérée dans de l'eau, enfin dans de l'alcool à la base, pour en extraire des principes actifs qui ne sont pas solubles dans l'eau. Et après, on a aussi le solvant eau qu'on va retrouver dans une tisane, par exemple. Et l'alcool va avoir plusieurs intérêts. Ça va être déjà plus vite assimilable parce que l'alcool passe très vite dans le sang. On va avoir plus de principes actifs, comme je disais, parce qu'il y a des principes actifs qui ne sont pas solubles dans l'eau, mais qui le seront dans l'alcool. Et ça a un rôle de conservateur naturel. Donc, c'est des préparations qui durent plusieurs années et qui sont plutôt très appréciées parce qu'on ne sent pas aussi non plus trop le goût des plantes. Les fleurs de bac Oui, sont faites effectivement, dans l'alcool. exactement. On peut aussi retrouver des plantes sous forme d'ampoules. Alors, des ampoules, ça se rapproche plus de l'infusion. Même si parfois il y a des techniques, chaque labo va avoir sa technique d'extraction qui peut être différente d'une infusion, mais voilà, on va dire des ampoules, on va dire de gamme classique, ça va être comme une infusion, mais pré-diluée, pré-dosée, donc une forme plus pratique aussi pour certaines personnes. Et puis vous avez des huiles essentielles, donc issues de la distillation, une distillation de plantes qui permet d'extraire vraiment l'essence de la plante. C'est la forme la plus concentrée, c'est là où vous avez le plus de principes actifs, mais c'est là aussi il faudra faire très attention sur l'utilisation pour pas s'intoxiquer non plus. Lors de cette distillation, vous allez aussi récolter l'eau florale, qui est une autre forme galénique, qui va être plus douce, plus safe, et c'est celle qu'on va privilégier pour les bébés, les enfants. Et vous avez aussi la gémothérapie qui utilise le bourgeon de la plante, donc les jeunes pousses, c'est vraiment le tissu embryonnaire de la plante qu'on va laisser macérer dans un mélange d'alcool, d'eau et de glycérine très souvent. Et pareil, comme le principe des extraits hydroalcooliques, l'alcool et la glycérine sont des solvants qui permettent d'extraire des principes actifs qui ne seront pas solubles dans l'eau. Donc vraiment, on a une forme on a une extraction très riche de plein de principes actifs et une forme très safe aussi parce que on peut le donner également aux enfants, même s'il y a de l'alcool, c'est quelques gouttes qu'on va utiliser. Donc c'est une forme assez polyvalente et adaptée à tout le monde.
Donc les différentes formes galéniques, on peut les choisir en fonction des différents principes actifs que l'on souhaite recueillir. Tu disais en fonction du solvant utilisé, on n'aura pas forcément toujours les mêmes principes actifs, dans le produit final. On peut les utiliser également peut-être, par préférence, parfois aussi, de Ouais, ouais, consommation, d'accord. de praticité, ou je sais que moi j'ai des personnes qui ne peuvent pas prendre de gélule. Vraiment, c'est des phobiques de la gélule, ou alors elles prennent déjà d'autres choses et c'est trop, c'est too much pour elles, donc voilà. Aussi par rapport éventuellement à l'âge l'âge ou les différentes contre-indications, femme enceinte, femme allaitante, bébé, on va essayer d'éviter l'alcool ou les huiles essentielles, des choses comme ça. Est-ce que tu vois d'autres raisons, enfin d'autres manières d'orienter un choix de forme galénique? Je crois que tu as tout dit, ou alors j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Après, il faut garder en tête que le mieux, c'est de choisir la forme qui vous permettra de faire une cure le plus longtemps possible, le plus régulièrement possible, parce que c'est pas la quantité, parce qu'effectivement, on peut se dire, ah, je veux la forme la plus forte, la plus concentrée, je vais prendre des huiles essentielles. C'est pas forcément, enfin, si vous avez une maladie chronique, c'est pas vers les huiles essentielles qu'on va s'orienter, c'est pas la forme la plus intelligente. L'idée, c'est de se dire, bah, quelle forme va me permettre d'être le plus régulier. Donc, il y en a pour qui les tisanes, c'est pas, enfin, ils pourront en prendre que le week-end, et dans ce cas-là, pourquoi pas, mais penser la semaine à prendre une forme qui va être plus pratique pour son rythme de vie. Mais aussi, posez-vous la question de quels sont les effets que je recherche. Est-ce que c'est des effets que j'ai besoin sur du court terme ou du long terme? Et dans ce cas-là aussi, le choix de la galénique va se poser à ce moment-là. Sur du très long terme, moi, je conseille toujours les plantes, enfin une forme plus douce, parce qu'il y a moins de risque de surcharger son foie ou ses reins, par exemple, que voilà, des huiles essentielles. Est-ce que tu aurais l'exemple d'une plante en particulier dont les effets, dont les bienfaits seraient différents en fonction de sa forme galénique? En réalité, j'en ai pas une qui me vient où vraiment les propriétés sont complètement différentes si vous l'utilisez dans une forme ou une autre. Mais par exemple, je pense à l'huile essentielle de thym à tujanol, par exemple, qui va être beaucoup, qu'on va conseiller quand vraiment on est malade, on a un rhume, une angine, une bronchite, enfin un problème infectieux qu'il faut résoudre rapidement. Et la tisane de thym qu'on va plutôt prendre pour, alors bien sûr, on peut l'utiliser quand on est malade, mais moi je la donne beaucoup plus comme plante tonique générale quand une fatigue un peu chronique qui traîne. Voilà, alors que l'huile essentielle, je la donnerai jamais, enfin, je la donne pas pour ça. Voilà. Après, l'huile essentielle d'eucalyptus, il y a différentes variétés qu'on peut retrouver. La variété en plante médicinale, ça va être toujours la même. C'est la variété, c'est Eucalyptus. Alors, c'est soit Eucalyptus globulus très souvent, mais on peut en huile essentielle trouver de l'eucalyptus radié, Eucalyptus globulus et Eucalyptus citronné. Et notamment, l'eucalyptus citronné n'a pas les mêmes propriétés que les eucalyptus globulus et radiés, puisqu'on va plutôt l'utiliser comme anti-inflammatoire. Alors que l'eucalyptus qu'on va retrouver en tisane et l'eucalyptus radiata et globulus qu'on va retrouver en huile essentielle, on va les utiliser pour la sphère ORL. Donc radiata quand on est atteint d'encombrement des sinus et le globulus quand on est pris des bronches. Donc je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà, en fonction de quelle propriété on a besoin, on va plutôt s'orienter sur une variété plutôt qu'une autre. C'est comme aussi l'huile essentielle de lavande, il y a la lavande vraie, la lavande fine. Quelles sont les grandes différences entre ces deux types d'huile essentielle et de lavande? Lavande vraie, lavande fine et lavande officinale, on va dire que c'est les mêmes lavandes. C'est les trois noms qu'on va donner pour cette huile essentielle. Elle va être très relaxante, décontractante musculaire, anti-stress. Et lavande aspic, on va beaucoup plus l'utiliser en cas de problème de poux chez les enfants, piqûres d'insectes. Voilà, on a plutôt lavande aspic, on a le mot pique, donc on va l'associer à la piqûre. Et j'avais une dernière question de manière pour rester générale sur les plantes et après on passera sur les plantes de la femme. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une différence entre la boutique et en ligne et qu'en ligne tu pouvais être un peu moins dans le conseil. Comment ça se passe un conseil en boutique? Est-ce qu'il y a vraiment des consultations qui se font? Comment tu conseilles et comment tes collègues, tes collaboratrices conseillent les clients qui viennent rechercher des plantes chez toi?
Ouais, alors on n'a pas le rôle de naturopathe qu'on pourrait trouver en consultation. Ça, c'est vraiment différent parce que la consultation va durer 1 heure, 1 heure 30. Quand tu me dis si tes Plutôt consultations durent moins 1h30, une longtemps, mais deux en heures. général, c'est ça. Et c'est ça. En boutique, l'idée, c'est vraiment d'aller vite à l'essentiel. Après, quand on sent qu'il faut creuser, on n'hésite pas à dire, bon, bah là, ce serait bien de voir un naturopathe. Mais en tout cas, on pose des questions pour nous. Alors, déjà, c'est un conseil individuel. Donc, on se met souvent un peu à l'écart des autres clients, surtout quand la pathologie est un peu sérieuse. Et donc, on pose des questions, on essaye de comprendre la cause qui a provoqué cette pathologie ou ce problème de santé. Et on essaye toujours de travailler. Alors, c'est comme ça, moi, que je formule mes recettes de tisane ou de concentré liquide. C'est travailler sur le symptôme et en même temps la cause. Parce que si on traite que le symptôme, en fait, on repousse le problème. Et en travaillant en même temps sur la cause, on va résoudre le problème à la racine. Mais par contre, si on travaille que sur la cause, parfois ça peut prendre trop de temps avant de sentir les effets et les gens, D'être ils ont soulagé besoin aussi rapidement d'avoir des aussi, ouais. résultats rapidement. Donc, exactement. Donc, on a toujours cette démarche de faire les deux en même temps. Voilà, on pose beaucoup, beaucoup de questions et pour cerner au mieux le besoin de la personne. Et j'imagine aussi peut-être les contre-indications, enfin identifier les contre-indications Oui, éventuelles pour, en fonction des plantes. Ok. exactement. Ouais, tout à fait. Il y a des plantes qui sont contre-indiquées, par exemple, si on a des traitements médicamenteux pour la thyroïde, c'est le cas du radis noir, par exemple. On a des plantes qui sont des contre-indiquées pour des problèmes hormonaux. Voilà. C'est souvent des plantes hormonales sont contre-indiquées si on a des antécédents de cancer hormonodépendant, par exemple. Mais à chaque fois qu'on pense à quelque chose, on s'assure bien sûr que la personne n'entre pas dans les contre-indications. Il y a aussi des plantes, il me semble, qui sont contre-indiquées pour tout ce qui va être prise de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, immunodépressifs. Mm. Complètement, ouais. C'est le cas de. En fait, toutes les plantes qui ont cette action sur le côté des primes vont être contre-indiquées en cas de traitement, bien sûr, pour pas surenchérir en fait l'effet du traitement. Donc, la rhodiola, le millepertuis, le safran, le griffonia, c'est des plantes qui agissent sur l'humeur, sur la déprime, mais qui seront contre-indiquées si on a un traitement antidépresseur. Ouais. Et le millepertuis, il a encore plus de contre-indications parce que lui, il contient une enzyme qui va dégrader aussi les traitements. Donc, si on prend la pilule contraceptive, on n'y pense pas toujours, mais on ne peut pas prendre de millepertuis parce qu'il y a un risque que ça la rende inefficace ou d'autres traitements médicamenteux. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous faire peur hein, sur l'utilisation des plantes, mais il suffit juste d'avoir en tête qu'une plante c'est puissant et d'être au clair sur ce que l'on prend en fait et le communiquer à la personne, à l'expert en question qu'on a devant soi pour qu'il prenne en considération et qu'il trouve une autre plante. Il y a tellement de plantes qui existent qu'il y aura toujours de toute façon quelque chose. C'est ça, exactement. Et quand on n'est pas sûr, le mieux c'est de demander conseil à un expert qui vous dira et qui vous orientera vers ce qu'il vous faut. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a accès à l'information par des livres, Internet, des vidéos. Après, on ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout dire et ce ne sera jamais un conseil personnalisé. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, n'hésitez pas à demander un deuxième avis et un avis de personnes qui sont qualifiées dans l'utilisation voilà, des plantes. Eh bien, merci Myriam pour ce gros tour. Maintenant, je te propose de passer à la section féminine, vraiment, très spécifiquement, qui est mon gros dada. Alors, je te propose de parcourir un petit peu toutes les grandes étapes de la vie d'une femme et puis que tu nous partages, je sais pas, entre 2-3 plantes maximum, pas forcément plein, qui seraient idéales pour chaque phase de la vie d'une femme. Tout d'abord, si on parle de la jeune fille qui aborde sa période de ménarche, est-ce que tu aurais 1, 2 ou 3 plantes maximum à conseiller et sous quelle forme? Alors pour ceux qui ne savent pas, la période de ménarche, c'est l'arrivée des premières règles. Enfin, voilà, c'est là où vraiment la fille devient femme. Et très souvent même, il y a des effets qui sont règles abondantes, douloureuses, sans douloureux. Donc pour ça, alors avant de partir, alors on peut, dans un premier temps, ce que je conseille toujours, c'est de travailler sur le foie en douceur. Parce que parfois, on n'a pas forcément besoin d'ajouter des plantes hormonales. On fait un test sur au moins un cycle. On fait un nettoyage du foie, donc avec du chardon-marie qui est protecteur et régénérant du foie.
et un romarin, par exemple, qui va détoxifier. Alors, j'oriente pas trop mon conseil sur l'artichaut, le radis noir, qui ont un goût très, très fort. Et très souvent, à cet âge-là, on peut pas prendre sur soi. Enfin, c'est compliqué. Donc, je m'oriente plus sur un calendula, qui travaille aussi sur le foie, un chardon-marie ou desmodium pour protéger le foie, et romarin, qui va venir aider le foie à bien se détoxifier. Pourquoi ? Pour qu'il soit apte à bien gérer ce chamboulement hormonal qui se passe. Donc on fait ça sur 3 semaines à raison de 3 tests par jour. Si malgré tout ça continue, le syndrome prémenstruel est assez important, je conseille après des plantes, donc soit en bourgeon en gémothérapie, un mélange de pommier et de framboisier. Alors framboisier, je le donne en première partie de cycle et le pommier en seconde partie de cycle, même s'il y en a qui donnent ça tout au long du cycle, j'aime bien les dissocier. Donc c'est 5 gouttes sous la langue 3 fois par jour. C'est une action très douce, c'est facile à prendre et ça va venir rééquilibrer les hormones en douceur. Et pour soulager les règles qui sont très abondantes à cette période-là, je rajoute de la bourse à Pasteur, soit en teinture mère, soit en tisane. C'est une action très rapide, donc il n'y a pas besoin de le prendre en amont. On le prend que pendant les cycles. Et pour se limiter les saignements, qui peut derrière induire de la fatigue parce qu'on se carence en fer. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'éviter les conséquences des règles qui sont très abondantes. Voilà, donc dans un premier temps, nettoyage du foie. Si ça ne suffit pas, framboisier et pommier en gémothérapie, associé à la bourse à Pasteur juste pendant les règles. Ok. Maintenant, on avance un petit peu. On est en phase fertile, un cycle bien installé. Pas encore forcément dans l'envie de concevoir, mais une femme potentiellement qui a des cycles un petit peu irréguliers. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, je conseille. Alors, en général, je conseille très, très, très rarement des plantes œstrogènes-like qui ont une action sur les œstrogènes parce qu'à cette période de la vie, c'est extrêmement rare une personne qui a des soucis sur ces hormones, enfin, sur cette partie du cycle. Ça peut être le cas des sportifs de haut niveau, par exemple, mais souvent, quand les règles sont irrégulières ou douloureuses, on va plutôt s'orienter sur des plantes qu'on dit progestérone-like. Donc, l'achillée millefeuille et l'alchemie sont de très bonnes plantes pour ça. L'achillée millefeuille, il faut savoir qu'elle a aussi une action sur le foie, donc détoxifiant du foie, et du coup très intéressant pour la gestion des hormones en même temps. Donc l'achillée millefeuille et l'alchemie, c'est un très bon duo à mettre en place quand les cycles sont irréguliers, trop abondantes ou douloureuses. Et puis après, bien sûr, c'est individualisé en fonction du problème de cycle. Tu parlais tout à l'heure juste avant sauf des femmes sportives, tu faisais référence à une éventuelle aménorrhée ? Oui, exactement, Ok. tout à fait. Alors là, effectivement, on va donner une sauge contre-indiquée. Alors toutes les plantes à visée œstrogénique sont contre-indiquées en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Mais on pourra donner de la sauge, toujours du framboisier, soit en gémothérapie, soit en tisane. On pourra également donner du houblon, surtout. Alors, le houblon, il a cette double casquette qui va venir. C'est une plante qui a une visée œstrogène-like, mais aussi anti-stress. Et parfois, le stress peut aussi provoquer des problèmes de cycle. Souvent. Très souvent. Ouais, je pose la question. Enfin, je sais que j'ai une grande partie de mon audience qui, je pense, est concernée ou a été concernée par les aménorrhées. Donc, D'accord. Ah oui, d'accord. voilà. Okay. Parce que moi, j'en vois moins souvent en herboristerie. Enfin, j'ai plus de cas d'endométriose, de fibrome, Oui. de syndrome prémenstruel très, très dérangeant, mais pas trop d'aménorrhée. C'est pour ça que... Bah, j'ai orienté aussi mes communications, mais même mes accompagnements en tant que naturopathe sur cette problématique-là. Alors même si j'accompagne pas que sur ça, mais c'est vraiment ce sur quoi j'accompagne le plus parce que moi c'est quelque chose qui m'a touchée pendant plus de 10 ans. Donc c'est pour ça aussi. En général, on attire la clientèle qui nous ressemble, qu'on peut aider, donc ça me fait. Exactement. Alors, on avance. Maintenant, une femme qui a un cycle potentiellement régulier, fertile, mais qui est en phase de préconception. Là, qu'est-ce que tu pourrais être amené à lui conseiller ?
Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Alors, si on a besoin d'améliorer la qualité de l'ovulation, ça va être des plantes qui vont... alors, il y a le maca ou la maca. Très honnêtement, je n'ai jamais su si on disait le ou la. Pareil. C'est une plante qui va améliorer la qualité de l'ovulation chez la femme et la qualité des spermatozoïdes chez l'homme. Donc, c'est à prendre en duo, en couple. C'est une très bonne plante aussi en cas de fatigue chronique, de stress. C'est une plante adaptogène, donc qui va s'adapter aux besoins de l'organisme. Elle va aussi travailler sur le système immunitaire, sur l'endurance chez les sportifs. Mais en tout cas, quand on veut préparer une grossesse, c'est intéressant de prendre du maca pour que les ovules soient de bonne qualité. À côté de ça, on va donner par exemple de l'ortie. L'ortie, c'est une plante qu'on va pouvoir donner en préparation d'une grossesse et même pendant la grossesse. Parce qu'elle contient du zinc, elle contient du fer, elle contient beaucoup de nutriments qui seront très importants pour l'équilibre et pour une bonne gestion des hormones pour le corps, et aussi en cas de fatigue, parce que la fatigue peut avoir des conséquences assez problématiques quand on désire avoir un enfant. Je vais aussi conseiller avant tout, alors si vraiment vous êtes en phase de préparer une grossesse, c'est ce qui est le mieux à faire, c'est de l'anticiper, c'est de faire d'abord une détox de l'organisme, nettoyer son corps avec des plantes. Alors moi je conseille au moins une plante par organe filtre, donc par exemple de l'artichaut pour nettoyer le foie, du pissenlit-feuille pour nettoyer les reins, de la mauve pour nettoyer les intestins en douceur, et également les poumons, c'est une action en double. Et une plante circulatoire pour que les toxines soient bien évacuées rapidement, donc une vigne rouge sera très bien. Vous mélangez ces plantes et vous prenez 3 tasses par jour pendant 3 semaines. Ça, c'est une cure de détoxification, ça va venir nettoyer le sang, nettoyer un peu et avoir un terrain propre, on va dire, pour accueillir l'œuf. Donc à côté de ça, vous prenez du maca pour améliorer l'ovulation, comme je disais. Et une fois que vous êtes enceinte et que vous voulez favoriser une bonne nidation de l'œuf, alors ça, je ne le donne pas systématiquement, je le donne beaucoup pour des femmes qui ont déjà fait des fausses couches, où la nidation se fait mal. On va donner des plantes progestérone-like. Donc les plantes dont on a cité juste avant, l'achillée millefeuille et l'alchimie. Et ça, on peut le prendre jusqu'au tout le premier trimestre de grossesse. Ok, ça fait une belle dose de plantes. Donc là, plutôt, tu as un petit peu mélangé les différentes galiniques, mais principalement, ça reste de l'infusion. Oui, ça reste principalement de la fusion. Le maca, ça va être en comprimé ou en poudre. Mais la poudre, on peut l'utiliser comme une infusion. Après, on dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais en réalité, la détox, on va le faire que 3 semaines. Et on peut le faire avant tout le reste. Une fois qu'on a fini la détox, on passe au maca avec l'ortie. Et si on a déjà fait des fausses couches, là, à ce moment-là, on va prendre l'achillée et la chenille. Mais c'est une option. Tout le monde n'en a pas besoin. Ouais, ce qui est important de rappeler aussi, c'est effectivement, là, tu as donné pas mal de plantes, mais c'est que le corps ne peut pas non plus tout gérer en même temps. Donc, il va falloir cibler, comme tu le disais, là, par mini protocole, la prise des plantes, de manière à ce que ce soit fait dans l'ordre et que le corps ne soit pas submergé par un tas d'informations qui pourraient être inefficaces et plus surcharger les organes qu'autre chose. Super. Alors, on a vu l'aménage, cycle irrégulier, préconception. On a vu un petit peu la grossesse. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres plantes à ajouter spécifiquement, peut-être plus vers le 2e trimestre ou la fin de grossesse? Préparer un accouchement, par exemple? Ouais, alors pour préparer l'accouchement, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à partir au début du 8e mois de grossesse. Même à la fin du 7e, on peut commencer en fonction de comment se passe la grossesse, bien sûr. Mais bon, déjà, début du 8e mois, c'est très bien. Feuille de framboisier, dans un premier temps. Donc, cette feuille de framboisier va venir tonifier l'utérus, qui est un muscle. Et s'il est bien musclé, il va bien... les contractions seront plus efficaces et de meilleure qualité. Et plus on se rapproche du terme, et plus on pourra rajouter des plantes qui ont une action plus forte, qui vont favoriser l'accouchement.
Je m'explique, par exemple, votre terme, c'est, je sais pas, le premier du mois suivant. Euh, à partir le 25, le 25, le 27 du mois, on va pouvoir rajouter des plantes comme des épices, le gingembre, la cannelle, un peu de sauge. En fait, ça, en fin de grossesse, ça va favoriser un accouchement plus rapide et déclencher l'accouchement pour éviter d'être en retard et après qu'on nous déclenche avec des hormones voilà, qui ne seront pas naturelles. C'est ce que tu as fait un petit peu, j'imagine. Ouais, ouais, c'est ça, pour, exactement. pour un accouchement en toute sérénité. C'est ça. Et puis bien sûr, après, pendant toute la grossesse, il y a des plantes qu'on peut donner qui vont aider à mieux gérer son stress et son angoisse parce qu'il y a parfois, c'est une période assez stressante aussi. Faut préparer la chambre. Est-ce qu'on a l'angoisse de est-ce que ça va bien se passer, surtout quand c'est le premier. Donc il y a des plantes qu'on peut donner tout au long de la grossesse. Alors classique, ça va être verveine. Là, vous trompez pas, les feuilles d'oranger, le tilleul. On peut aussi donner de l'aubépine. Moi, je prenais de la passiflore, même si c'est vrai que si vous allez vous balader sur Internet, vous trouverez contre-indiqué en cas pour des femmes enceintes allaitantes. Mais c'est pas une action hormonale, donc tant que c'est pas hormonal et que c'est pas drainant et détoxifiant, euh, moi j'y vais. Après, il faut suivre son instinct, il faut s'écouter. Après, c'est sûr que c'est plus facile à dire quand on connaît les plantes, mais il faut s'écouter. Et il faut garder à l'esprit que si vous prenez une plante sous forme de tisane, il y a peu de chances que vous ayez des effets secondaires graves. Parce que comme tu disais en début du podcast, c'est le totem de la plante. C'est ce qu'on n'aura pas, par exemple, dans une gélule qui sera titrée en un principe actif pour qu'il soit ultra concentré. Et bien, il manquera les autres principes actifs qui viennent équilibrer l'effet de cette plante. Donc, si vous avez peur, prenez toujours sous forme de tisane. Vous ne prendrez pas de risque comme ça. Postpartum, on a accouché. En postpartum, à quoi faut faire attention? Enfin, qu'est-ce qui arrive le plus souvent et quelles sont les plantes que tu conseillerais, que tu as peut-être toi-même utilisées ou que tu utilises encore d'ailleurs? Oui. Alors en postpartum, ça va être les chamboulements hormonaux va provoquer un chamboulement d'humeur. Il y a la fatigue qui s'installe parce qu'on ne dort pas beaucoup. Il y a la déprime, le baby blues qu'on appelle, hein. Donc là, c'est important de ne pas laisser traîner les choses parce qu'on a tendance à se dire c'est normal, c'est le début, mon corps va s'adapter. Et en fait, non, il faut tout de suite s'occuper de soi et penser à se reposer, à être bien entouré, ça va être très important. Si vous avez quelqu'un à qui pourra aussi surveiller le bébé pour que vous puissiez faire des siestes, ça va être très bien. Faudra y penser. Et il y a des plantes aussi qui peuvent vous accompagner. Alors, si vous n'allaitez pas, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. En réalité, vous pouvez prendre des plantes adaptogènes de type rhodiola, qui a une action sur l'énergie, la vitalité, mais aussi sur la déprime. C'est une plante antidépresseur. Donc, on pourra prendre de la rhodiola. Si par contre vous allaitez, vous restez sur de l'ortie, ça va être très bien parce que ça contient beaucoup de nutriments. Il y a du magnésium dans l'ortie, voilà, il y a des choses qui vont être très intéressantes pour la vitalité, mais aussi pour la qualité du lait derrière que vous allez donner à votre enfant. Euh, alors, ce qui arrive souvent aussi, c'est les crevasses au niveau des seins. Là, vous pourrez prendre un baume à base de calendula. C'est très cicatrisant, réparateur. Qu'est-ce qui va arriver aussi Après, les plantes du sommeil, c'est pas tout de suite parce que je pense qu'au début, il faudra quand même se réveiller pour donner le sein ou donner le biberon à son bébé. Mais si au bout de 3 mois, il fait toujours pas ses nuits, ou alors qu'il commence à faire ses nuits, mais que vous n'arrivez plus à retrouver votre cycle de sommeil, là, ça peut être intéressant de se pencher sur votre qualité de sommeil avec des plantes comme la valériane, la passiflore, l'escolzia. Euh, voilà. En fonction, en fait, des effets, des problèmes qu'on rencontre, on va pouvoir y répondre avec des plantes. Pour l'effet un petit peu peut-être apaisant, relaxant, calmant, est-ce que l'hydrolat de lavande, par exemple, pourrait être conseillé selon toi? Ah ouais, excellent. Mm. Excellent, ouais. Rhodiola de lavande, on peut le prendre pour soi. Alors moi, j'avoue que j'ai un bébé qui dort bien, qui pleure pas beaucoup. Mais j'avais elle avait un problème, elle avait souvent mal au ventre, elle avait des spasmes. Et du coup, je lui donnais des hydrolats dans son biberon parce que je tirais mon lait parfois, parce que je bossais, j'allais en même temps bosser. Et quand je tirais mon lait, je rajoutais une petite cuillère d'hydrolat de camomille et de fleurs d'oranger.
et ça lui faisait beaucoup de bien. Je lui faisais aussi des tisanes. Alors, je l'ai mis en tisane dès sa naissance, hein. Elle a pas... Donc là, on parle plus trop de la femme, on parle plus du bébé. Mais c'est en fait tout ça pour dire que les hydrolats, vous pouvez les utiliser pour vous, mais aussi pour votre nourrisson. C'est sans danger. Donc on peut diluer dans l'eau, dans de l'eau ou dans du lait. Et, voilà, ouais. Super. Et alors, maintenant, on arrive vers la fin du cycle de la femme pour ce qui est la préménopause et la ménopause. Gros sujet. Ouais. Alors, ouais, j'ai beaucoup de cas en boutique là pour ça. Préménopause, alors voilà, c'est vrai que les gens viennent souvent parce qu'ils ont des bouffées de chaleur. Ça se manifeste surtout comme ça, et donc on demande est-ce qu'ils sont en phase de préménopause ou de ménopause, parce que on va pas donner les mêmes plantes. En préménopause, il y a d'abord une chute de la progestérone qui se fait, et plus on avance vers la ménopause, et plus la chute des oestrogènes va suivre. Donc en fait, en préménopause, on va donner des plantes progestérone-like, l'Achillée millefeuille, l'alchemie, dont on a parlé, qui est assez simple à trouver en boutique, voilà. Moi, je donne toujours des plantes pour le foie, donc un chardon-marie, un romarin. En fait, si votre préménopause elle commence à tarder et que vous rapprochez petit à petit de la ménopause, là, j'introduis quand même des plantes œstrogènes-like, comme de la sauge par exemple. Mais c'est pas forcément utile de l'en donner tout de suite. Et puis à la ménopause, par contre, là, si on n'a pas la contre-indication de cancer hormonodépendant, là, je vais donner de la sauge, du houblon, du simucifuga, de l'actéa grappe, voilà, que des plantes toujours œstrogènes-like. Après, il ne faut pas oublier qu'une femme, c'est un équilibre d'œstrogène et de progestérone, donc je donne toujours soit un achillée millefeuille, soit une alchemille. Et à côté de ça, je donne une plante drainante, parce qu'il faut savoir que la transpiration, c'est aussi une façon pour le corps d'éliminer des toxines. Donc voilà, il y a des femmes qui font pas assez de sport, donc qui n'éliminent pas de manière naturelle. Dans ce cas-là, je soutiens cette élimination avec un aubier-tilleul, par exemple. Donc j'ai toujours enfin, faut toujours se poser la question de se dire, ok, on comble le manque d'hormones que le corps va avoir, mais en même temps, pourquoi est-ce que le corps réagit comme ça? Est-ce qu'il n'y a que les hormones qui sont en cause? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de toxines qui sont en excès qu'il faut éliminer? Donc pour ça, on va y répondre avec une ou deux plantes détoxifiantes. Et qui pourraient aussi venir en complément d'autres axes d'hygiène de vie à mettre en place. De toute façon. Ah oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, ouais, c'est important de faire attention à son hygiène de vie. C'est un peu le principal. Hein. Si on fait n'importe quoi, on a beau prendre tous les produits qu'on veut, ça ne réglera pas forcément le problème. Qu'ils soient naturels ou non. Ouais. Alors, j'ai une dernière question par rapport à la ménopause, puisque là, on parle de la dernière phase de vie, de cycle de vie d'une femme, qui va donc durer jusqu'à mort sans suivre, disons. Du coup, les plantes que tu as conseillées, c'est à prendre à quelle fréquence, régularité? À partir du moment où la femme est en ménopause, elle doit en prendre tous les jours, de manière hebdomadaire? Alors, quand il y a des effets de la ménopause et qu'on veut stopper, c'est à prendre tous les jours, au moins 2 fois par jour. Après, les effets de la ménopause, elles sont variées. Hein. Là, j'ai parlé de tout ce qui va être bouffée de chaleur, mais parfois c'est une sécheresse vaginale qu'on va ressentir. Dans ce cas-là, je vais donner des capsules d'huile d'argousier. Donc ça, c'est pareil, ça va prendre tous les jours jusqu'à ce que les symptômes ne soient plus présents. Et là, on pourra continuer sur une phase d'entretien pour vraiment continuer à apporter ce petit stimulant en douceur et après arrêter. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas de bouffée de chaleur, qui n'ont pas de sécheresse vaginale, mais qui ont de l'irritabilité. Donc là, ça va être plutôt d'autres plantes, comme j'aime bien donner le griffonia. Quand on a un peu l'humeur en dents de scie, un jour ça va, un jour on est énervé, en colère, voilà. J'ai de beaux résultats avec le griffonia. Là, c'est pareil, on va le donner le temps de régler le problème. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, parfois 3 mois. Certaines femmes, en général, tout ce qui va être hormonal, pour que vraiment les choses s'installent bien dans le temps, on va faire ça sur 3 mois. Mais après, on passe sur des doses d'entretien à raison de, par exemple, si on prend de la tisane, 1 tasse par jour. Si on prend des gélules, on va réduire la quantité. Donc ça pendant encore 1 ou 2 mois. Et après, si tout va bien, ça fait 1 mois et demi que vous n'avez plus du tout de symptômes. À ce moment-là, on arrête. On le garde dans le placard au cas où ça revienne. Exactement. Okay. Mais normalement, si on a fait les choses bien, c'est pas censé revenir.
Pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont un petit peu là, qui sont attirées et titillées par les plantes, mais qui se disent: «Je n'y connais rien, c'est trop long, c'est pas vraiment bon». Est-ce que tu aurais 3 astuces, à conseiller, trois tips pour, utiliser ou commencer à introduire des plantes dans sa vie? Oui, alors déjà, vous pouvez commencer par, les cueillir dans votre, balcon ou votre jardin. Ça donne toujours plus envie de les Elles sont utiliser, meilleures. parce que c'est ça exactement. Puis c'est beau, enfin on peut l'utiliser, enfin si voilà, si vous sentez pas de les utiliser, gardez-les, juste pour le plaisir des yeux, ça va être déjà bien. Et alors après vous pouvez aussi, commencer par, par avec un livre, si vous aimez lire. Sinon, regardez des petites vidéos qui donnent envie, en fait, plutôt que de vous lancer dans une recherche très approfondie. Vous dites, bon, bah voilà, vous ouvrez votre placard de la cuisine, vous dites, qu'est-ce que j'ai comme plante dans ma cuisine? Ah bah, vous avez sûrement du curcuma parce que vous cuisinez. Et là, vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle a d'autre à m'apporter, cette plante? Il faut savoir que le curcuma, c'est un anti-inflammatoire, c'est un protecteur du foie, c'est un antioxydant. En fait, c'est juste, plutôt que de faire de la démarche d'acheter un produit et on va se dire, bon, bah là, maintenant, il faut que je l'utilise parce que sinon, c'est de l'argent que j'ai jeté par la fenêtre. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai chez moi et comment je peux les utiliser? Après, si vous n'êtes pas très tisane, ça vous gonfle, on va dire, bah, vous pouvez toujours choisir une galénie qui vous correspond le plus. À ce moment-là, voilà, on pourra trouver, enfin voilà, comme je disais, il y a plein de formes galéniques différentes, donc on pourra toujours trouver ce qu'il nous faut. Après, on peut aussi découvrir les plantes, comme je disais, en cuisinant, on peut découvrir les plantes en se baladant dans la nature, en faisant de la reconnaissance de plantes. Et puis, en fait, chacun sa technique, hein, honnêtement, j'ai pas de. Et puis surtout, demandez conseil à un professionnel, hein, simplement, qui vous orientera vers quelque chose qui vous correspond plus. Moi, j'aime beaucoup tous tes conseils, mais il y en a notamment un qui m'a marqué, c'est le fait d'ouvrir ses placards et de se dire: «OK, là, j'ai ça, à quoi ça peut me servir?» Ça, c'est quelque chose avant de se lancer dans une démarche de re soit de recherche, pour avoir d'autres produits en plus chez soi qu'on n'utilisera pas forcément dépensés et cetera. Déjà, je suis certaine que vous avez au moins une plante dans votre placard, vous ne savez pas forcément à quoi elle sert. Bah, peut-être première mise en action, juste rechercher à quoi sert cette plante et comment vous pourriez l'utiliser, plus quotidiennement. Et puis après, comme tu l'as mentionné, déjà en cuisine, en fait. Les épices, c'est une forme c'est une galénique finalement, en poudre, en épices comme ça. Donc d'intégrer plus de plantes, soit d'herbes aromatiques, du thym, le romarin, le basilic, des choses comme ça dans la cuisine, dans les salades, on est en période estivale, là, les salades estivales, et cetera, ça donne du coup, les herbes aromatiques sont ultra fortes, hein, en goût, la coriandre, et cetera. Et puis les épices, hein, dans tout ce qui va être bon plat, les soupes, et cetera pour l'hiver, ça, c'est aussi une manière de consommer, quotidiennement et plus régulièrement des plantes, en tout cas. Et bien, on arrive tranquillement à la fin de notre échange, Myriam. Merci beaucoup pour tous tes conseils, très précieux. J'espère et j'en suis certaine, auront donné envie à nos auditrices de commencer à consommer peut-être plus de plantes. Est-ce que tu as, toi, quelque chose que tu aimerais rajouter, que je ne t'ai pas forcément, demandé durant notre échange? Un message à faire passer à nos auditrices? Je pense qu'on a quand même évoqué beaucoup de choses. Voilà, juste rappeler que aujourd'hui, l'accès à l'information, elle existe, elle est facile. Donc, il faut vraiment pas essayer de fouiner, de chercher. Et puis, si vraiment vous êtes perdu dans cette masse d'informations, bah, vous n'hésitez pas à téléphoner ou passer voir un professionnel, donc en l'herboristerie. On est là pour vous renseigner et pour vous orienter au mieux, quelles que soient vos habitudes de vie et votre budget. Voilà. Il y a toujours moyen de se soigner naturellement. Il faut pas se dire que, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais se soigner naturellement, c'est cher, ça coûte de l'argent, c'est pour les riches. Parce qu'effectivement, on a cette image en France où la sécurité sociale prend tout en charge. Mais aujourd'hui, on peut se soigner naturellement pour pas cher du tout, hein. Une plante, ça peut coûter 3 euros. Donc, voilà, l'idée, c'est de pas se mettre des barrières qui sont franchement pas utiles. Il faut juste on trouve toujours chaussures à son pied. Et puis même, ça peut être gratuit si on sait les reconnaître. Si vous avez la chance d'avoir une forêt
ou des champs près de chez vous et que vous savez reconnaître des plantes, ça peut même être gratuit. Ça, c'est quelque chose dont je pense que c'est mon projet de fin 2022-2023, c'est de me former à la cueillette sauvage pour être un peu plus autonome aussi dans la reconnaissance des plantes, parce que c'est bien de connaître les plantes, leurs bienfaits, etc., mais de les reconnaître en pleine nature, c'est encore autre chose. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as des ressources, ou peut-être une ressource à partager que tu as un peu coup de cœur au sujet des plantes ou autre, que tu as peut-être faite récemment, que ce soit un livre, un podcast, une vidéo ou autre chose? Oui, il y a le livre, enfin tous les livres de Franck Ledoux, je sais pas si tu vois de qui je parle. Ils sont vraiment extra, alors ces livres, c'est des éditions Amiris et c'est une approche très différente de ce qu'on peut retrouver dans des livres sur les plantes où souvent c'est la plante, ses propriétés. Là, bien sûr, vous avez ça, mais vous avez le point sur la recherche scientifique et vous avez toujours le côté anthroposophique aussi qui va être très intéressant autour de cette plante. Donc c'est vraiment des livres que j'aime bien. Et alors, je mettrai le lien en description de l'épisode. Et toute dernière question, si on souhaite te retrouver, Myriam, pour te poser des questions, avoir des conseils ou se procurer des plantes d'Herbonata, où est-ce que je peux rediriger nos auditrices? Alors, on a le site internet herbonata.fr. Et puis, si vous habitez en région parisienne, on a une boutique à Saint-Germain-en-Laye, donc dans le 78, dans les Yvelines, et très bientôt une boutique à Vincennes, de l'autre côté de Paris, toujours accessible en RER A ou métro. Point trafic en même temps. C'est ça, exactement. Non, mais parce que parfois, les Parisiens ne se rendent pas compte que c'est très proche, finalement. Parisiens connaissent Paris, très bien. Mais parfois, on dit Saint-Germain-en-Laye. Oula, c'est loin. Mais en fait, non, c'est à 20 minutes en transport. C'est bien, tu sais lever les freins. Eh bien, écoute, merci beaucoup Myriam pour ce bel échange. Moi, ça m'a donné envie. D'ailleurs, je me suis noté une petite liste de plantes à me procurer que je n'avais pas chez moi. J'étais un petit peu à la fin de mes plantes, donc je vais faire un nouveau cycle. Donc, merci beaucoup. Super. Merci à toi pour ton invitation. Et puis, écoute, je souhaite une très belle continuation. Une très belle continuation aussi avec ta petite fille. Et puis, peut-être à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, j'espère que cet échange avec Myriam t'aura plu, t'aura donné plein d'idées comme à moi. Moi, j'ai rempli ma petite feuille car j'ai pris aussi beaucoup de notes. Et comme promis, j'avais annoncé une petite surprise si tu restais jusqu'à la fin de notre échange. Eh bien, la voici. Avec Myriam et avec Herbonata, qui est une herboristerie que j'utilise pour moi et que je conseille également à mes clientes, j'ai un code promotionnel de réduction, un code praticien à te partager pour te faire bénéficier de moins 10% sur ta commande Herbonata et sur tous les produits de la marque Herbonata sur le site Herbonata. Ça fait beaucoup de Herbonata, mais au moins tu sais de quoi on parle. C'est le code hygiène de vie que tu peux retrouver en description de l'épisode. N'hésite pas à l'utiliser durant ton processus d'achat pour rendre encore un peu plus accessibles les produits naturels. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle plante, toi, tu utilises le plus en ce moment et pourquoi. Je t'invite à me partager ta réponse sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou même en m'envoyant un mail. Je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao!